Alors, Cameroun, au chevet d'un régime à l'agonie, peut-être qu'en préambule, vous pouvez nous faire une brève histoire du Cameroun? Alors, le Cameroun est un État indépendant qui a été colonisé au départ par l'Allemagne. Et quand l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale, le pays a été remis à la France et à la Grande-Bretagne par les Nations Unies, plus précisément l'ONU à l'époque. Donc, en 1960, le pays accède à l'indépendance et la partie septentrionale du Cameroun, qui est administrée par l'Angleterre, a rejoint le Cameroun pour former la République fédérale du Cameroun. Et cette République fédérale du Cameroun, dans un souci d'équilibre et d'égalité, dans un souci d'union qui avait été prôné au départ par le premier président Amadou Ahidjo, ce pays est devenu le Cameroun uni. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle de la République unie du Cameroun. Et le nouveau président qui a pris le pouvoir après Amadou Ahidjo, le président Paul Biya, a rebaptisé le Cameroun, la République du Cameroun tout court. Voilà. Merci beaucoup pour ce résumé. Votre livre, cependant, a un composant actuel, Cameroun au chevet d'un régime à l'agonie. Qu'est-ce que c'est finalement, si on peut rentrer un peu plus dans le vif du sujet? Il faut dire que le Cameroun est un pays qui était leader en Afrique centrale. Il a été dirigé par une main de poigne par le premier président de la République du Cameroun qui s'appelait Amadou Ahidjo. Le Cameroun, contrairement à d'autres États d'Afrique francophone, a connu une guerre, même si elle ne dit pas son nom. Mais le Cameroun n'a pas été pacifié par le discours politique, mais plutôt par les armes. Donc en 60, lorsque le pays accédait à l'indépendance, cette guerre avait encore lieu. Elle était menée par une rébellion des gens, des nationalistes épris de liberté, dont le parti principal était l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, dirigé par un certain Ruben Oumniobé. Et Amadou Ahidjo, avec le concours bien sûr de l'armée française, a mis fin à cette guerre de manière très violente, si bien que tous ceux qui ont participé à cette guerre, de près ou de loin, ont été décimés. Donc, en, après cela, le pays a très bien fonctionné, tout simplement pourquoi Ahidjo était un nationaliste qui aimait son pays. Il a mis en place des programmes d'éducation, de santé, de développement économique. Surtout, il a tenu aux valeurs endogènes, aux richesses endogènes du pays en développant l'agriculture. Et avec cela, le pays a connu un développement très rapide, ce qui a fait de lui un leader en Afrique centrale, un grenier de l'Afrique, puisque tous les pays autour s'alimentaient grâce au Cameroun. Et en 1982, le président Ahidjo a décidé de quitter le pouvoir pour des raisons que jusqu'ici nous ignorons tous. Beaucoup de choses ont été écrites sur son départ, mais je crois qu'il est seul à détenir la vérité. Et comme il est mort en exil après une tentative de coup d'État qui a avorté, on ne saura jamais la vérité si ses proches, ceux qui ont été ses partisans, ne disent pas la vérité. Toujours est-il que le nouveau président qu'il a choisi librement, contrairement d'ailleurs à la Constitution, ce président, Paul Biya, était un jeune intellectuel qui rentrait de France et qui avait exercé auprès de certains ministères jusqu'à devenir secrétaire général à la présidence de la République, premier ministre sous Amadou Ahidjo et président de la République. Paul Biya, lors de sa prise de fonction, le Cameroun était enthousiaste parce que nous sortions d'un pays avec un seul parti unique, l'Union camerounaise. Et le peuple aspirait au développement, mais il aspirait aussi à la liberté. Cette liberté, elle tardait à venir. L'arrivée de Paul Biya a fait croire à tout le monde qu'il y aura un changement non seulement sur le plan démocratique, sur le plan politique, mais que non seulement il reprendra ce que Amadou Ahidjo avait fait avec beaucoup de sagesse, mais qui ferait plus étant donné la posture qui était la sienne en arrivant au pouvoir, celle d'un intellectuel, contrairement à Amadou Ahidjo qui avait fait des études secondaires, mais qui était un homme quand même de poigne et un homme de conviction et un homme qui aimait son pays. Il faut dire que depuis,
le Cameroun déchante. Les gens sont déçus. Ils sont déçus pourquoi? Parce qu'ils attendaient mieux du nouveau président qui avait les cartes en main, qui avait tout pour développer ce pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve qu'à la place de ce développement, il a développé plutôt euh, la corruption. Il a développé le tribalisme. Il a développé une politique de copinage, ce qui fait qu'il a créé un clan qui s'est accaparé de tout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Cameroun est un pays momifié. C'est un pays qui a perdu toute sa valeur. C'est un pays qui aujourd'hui n'est plus reconnu. Les places que nous avions dans les instances internationales, nous ne les avons plus. Le président passe une moitié de son temps en Suisse, alors que le pays est au désarroi. L'éducation est à la baisse, l'économie ne fonctionne pas. Sur le plan social, il n'y a rien. Vous savez, quand on veut rétrograder un pays, quand on veut le tuer, la première des choses, c'est de, de rabaisser le niveau des études. Et le peuple, à ce stade, perd ses valeurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens se retournent vers l'église. Les musulmans, eux, ils vont vers la mosquée. Chacun cherche, je ne dirais pas sa rédemption, mais chacun cherche son salut à partir de Dieu. Or, ce Dieu, nous savons tous qu'on a beau l'implorer, si le travail n'est pas là, aucun résultat ne peut se présenter. Aujourd'hui, Paul Biya a dirigé le Cameroun pendant 36 ans. 36 ans de règne sans partage. Il a inclus le multipartisme, il faut le reconnaître. Il y a des partis d'opposition. Mais tout cela n'est qu'une démocratie de façade. Pourquoi? Parce que l'opposition est muselée. Elle ne peut pas se manifester. À la moindre manifestation, la violence de la police, de la gendarmerie et de l'armée est telle que l'opposition ne peut pas s'exprimer. Autre problème aujourd'hui au Cameroun, c'est qu'après 36 ans de règne, Paul Biya, qui a aujourd'hui 85 ans, donc qui est un vieux, Paul Biya peut se représenter pour un nouveau mandat de 7 années, alors qu'il aurait pu passer le relais, parce que son bilan est négatif. Entre les promesses qu'il avait faites, lui qui se présentait au peuple comme un homme de rigueur et un homme de poigne, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est l'immobilisme. Lorsqu'il est en Suisse pour dormir ou en villégiature, le pays n'avance plus. Et le Cameroun est affecté également par deux guerres. Une par Boko Haram au nord du Cameroun et une par les sécessionnistes qui sont au Cameroun occidental. Ce qui fait que, au lieu de chercher le dialogue avec les sécessionnistes du Cameroun occidental, c'est-à-dire ceux qui ont la culture anglaise, il est convaincu que par les armes, il peut mettre fin au mouvement sécessionniste. Or, ce qu'il faut, c'est le dialogue. Donc, entre les promesses qu'il a faites, entre l'héritage colonial qui est la sienne, celle de la violence, aujourd'hui, les gens sont tétanisés. Et quand on interroge les gens pour leur demander, mais qu'est-ce qui fait que le Cameroun aujourd'hui n'est plus ce qu'il était? Les gens disent, on va faire comment? On sent une espèce de lassitude auprès de la population qui n'a plus de solution, qui n'implore Dieu que pour que Dieu puisse les aider à continuer à vivre malgré tous les problèmes engendrés par la mauvaise gouvernance. Les gens sont tétanisés, les gens sont momifiés, ce qui fait que aujourd'hui on leur demande, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Il dit, mais comment on va faire? Mais comme les prochaines élections ont lieu le 7 octobre, les langues commencent à se délier. Il y a des candidats, je dirais beaucoup plus de putatifs que de vrais candidats, qui veulent défier Biya aux urnes. Mais nous connaissons le système, il n'est pas nouveau. Les urnes sont bourrées d'avance. Ce qui fait que le résultat ne surprendra personne. Donc les gens maintenant se remettent à Dieu pour dire, mon Dieu, il mourra quand? Parce qu'ils ne sont plus. Mais comme je le disais, les langues se délient, les gens ne disent plus, on va faire comment? Ils ont le courage aujourd'hui, et ce qui n'était pas vrai il y a encore quelques mois, de dire, Biya doit partir. Les Anglais disent, Biya must go. Moi, ce que je souhaiterais, et beaucoup de Camerounais comme moi le pensent aussi, c'est qu'il faut instaurer le dialogue au Cameroun occidental. Il faut libérer tous les prisonniers politiques. Il faut que le Cameroun, qui est un pays
de dialogue, un pays de consensus, un pays de fraternité. Il faut que le Cameroun puisse dialoguer avec tous ses enfants pour mettre fin à une guerre dont l'issue peut être fatale pour l'équilibre et pour l'unité du pays. Voilà ce que je pense de la situation actuelle. Là, le fait que M. Biya se représente à nouveau aux élections, c'est un coup fatal, c'est un coup mortel pour la démocratie. Un ouvrage d'une actualité du coup brûlante, il s'adresse à un public très large, j'imagine. Ce bouquin s'adresse d'abord au Cameroun et à l'Afrique. À l'Afrique francophone en particulier parce que celle-ci n'a pas su tirer les enjeux de ce que l'on appelle la mondialisation. L'Afrique est restée, je vais choquer peut-être, mais un grand enfant. Quand je dis un grand enfant, je parle des dirigeants. Pourquoi? Ils n'ont jamais été choisis par leur peuple. Ils ont été choisis par le colon. Et le colon a toujours choisi quelqu'un qui est là pour mettre en place la politique qu'il lui propose, qu'il lui impose d'ailleurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Africains sont choqués par ce qui se passe chez eux. Mais la jeunesse, je ne désespère pas parce que je suis afro-optimiste. La jeunesse aujourd'hui se rebelle. Ce qui fait que on voit de plus en plus les jeunes émigrer. Ils n'émigrent pas parce que ils ont besoin d'aller ailleurs. Il y a tout chez eux. Il y a tant de richesses endogènes chez eux. Si on les mettait, si on mettait en place des plans de développement, des routes, des échanges entre les pays africains eux-mêmes, l'Afrique n'aurait pas besoin de voir ses enfants aller crever comme des brebis galeuses euh, dans la mer de la Méditerranée. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est de freiner cet exode. Parce que non seulement cet exode pousse à la mort, mais l'Afrique perd également ses valeurs. Parce que c'est cette jeunesse qui demain devra promouvoir l'Afrique. Or, ce n'est pas le cas. Le vrai problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est qu'elle doit retenir ses enfants. Et pour retenir ses enfants, il faut qu'elle ait le courage, pas seulement de placer beaucoup d'argent dans les comptes à l'étranger, mais qu'elle investisse. Mais avec la probabilité de dire que si nous investissons chez nous, nous garderons nos enfants, nous aurons tous les moyens de préparer un avenir meilleur pour que nos partenaires, non seulement nous respectent, mais pour que nous puissions parler d'égal à égal avec eux.